En 2022, lorsque Elon Musk a repris la direction de Twitter, il a émis un tweet à destination des salariés dans lequel il leur demandait de choisir entre des heures longues et un travail intense ou quitter l'entreprise. Ce simple tweet de la part d'un des dirigeants dont on parle peut-être le plus en ce moment nous en dit long sur le rapport que l'on a au travail dans nos sociétés. Alors même que la santé mentale est en passe de devenir la grande cause nationale en 2025, on doit s'intéresser également à la santé mentale des dirigeants et à la capacité de certains de ces dirigeants d'avoir à certains moments un rapport excessif au travail qui peut les conduire à une forme d'addiction au travail. L'addiction au travail est un concept qui est apparu dans les années 70, qui se caractérise par le fait de travailler à la fois de manière excessive et de manière compulsive. C'est ce qu'on peut appeler une forme d'addiction comportementale, à la différence des addictions chimiques, mais qui se caractérise par 3 éléments principaux. Le premier, les personnes qui souffrent ou qui s'approchent d'une addiction au travail vont avoir des leviers de motivation intrinsèques extrêmement forts. Ils vont considérer que leur travail est particulièrement utile. Le deuxième, c'est que ce sont des personnes qui, d'un point de vue comportemental, vont travailler de manière excessive, généralement plus de 50 heures par semaine. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, concerne un rapport compulsif au travail. Ce sont des personnes qui, malgré l'intention d'arrêter de travailler, ne vont pas y parvenir, ne vont pas réussir à cesser de travailler ou même de penser au travail dans leur vie professionnelle, mais aussi, voire surtout, dans leur vie personnelle. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de conséquences à ce mécanisme-là. Tout d'abord, il va y avoir des conséquences sur leur santé. On se rend compte que les personnes qui sont atteintes d'addiction au travail, qui n'arrivent pas à arrêter de travailler, y compris dans leur vie personnelle, vont être plus sensibles à des syndromes d'épuisement professionnel, elles vont se fatiguer plus vite, sans forcément en avoir conscience. Elles vont également être atteintes d'une certaine forme de frustration, notamment car dans leur vie professionnelle, pour un certain nombre de raisons, elles n'atteindront pas forcément tous leurs objectifs, mais aussi dans leur vie personnelle. Le deuxième concerne leur efficacité. Et là, les choses peuvent paraître plus contre-intuitive. Mais un rapport excessif au travail va pouvoir entraîner des difficultés en termes de surcharge mentale, avec des conséquences sur leur capacité de mémorisation, sur leur capacité de concentration. Cela va pouvoir entraîner également des défauts du système inhibiteur, et donc des comportements compulsifs qui, en cascade, vont avoir pour conséquence des prises de décision qui seront altérées, qui vont aller chercher des récompenses à court terme au lieu de récompenses plus stratégiques à long terme, mais également des conflits dans leurs interactions professionnelles puisqu'ils adopteront des comportements qui ne seront pas forcément adaptés à la situation. Enfin, le troisième niveau de conséquence concerne la culture d'entreprise. Des dirigeants qui vont avoir ce rapport excessif au travail vont par définition montrer l'exemple. Et donc inviter de manière explicite, mais souvent implicite, leurs salariés à avoir une dévotion très forte à leur travail. Et cela peut entraîner chez leurs salariés les mêmes conséquences en termes de surcharge mentale, en termes de fatigue, en termes d'épuisement et in fine de désengagement au travail. Il existe 3 raisons pour lesquelles les leaders, les dirigeants sont particulièrement à risque vis-à-vis de ce phénomène d'addiction au travail. Le premier concerne les leviers de motivation. On attend beaucoup d'eux, qu'il s'agisse de leurs salariés ou des fonds d'investissement ou des investisseurs. Ils vont trouver beaucoup de sens au travail. Et donc, ces conséquences à la fois internes et externes vont les pousser à travailler plus longtemps. Le deuxième concerne leur simple statut de leader. On se rend compte que le pouvoir est associé à un certain nombre de biais cognitifs, parmi lesquels l'incapacité à s'écouter soi-même d'une certaine manière à certains moments et à prendre conscience d'un certain nombre de signaux faibles d'épuisement professionnel. Et enfin, le troisième concerne le niveau de stress ressenti de la part des dirigeants, puisque les données nous montrent que les phénomènes de stress peuvent accentuer cette dérégulation des circuits neuronaux impliqués dans les phénomènes d'addiction au travail. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. La première est que les dirigeants travaillent sur eux-mêmes d'une certaine manière, avec une forme d'hygiène de vie et d'hygiène de travail qui leur permettent de mettre des frontières les plus strictes possibles entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le deuxième va plutôt concerner la culture de leur équipe de direction et la culture d'entreprise. De mettre en place un collectif autour d'eux dans lequel il va y avoir ce qu'on appelle de la sécurité psychologique, dans lequel leurs collaborateurs directs vont être en mesure, vont se sentir capables de les alerter sur un rapport parfois excessif au travail. Le troisième champ d'action pour réduire cette addiction au travail concerne la société dans son ensemble. Il faut que l'on arrête de valoriser la mise en place de leaders qui vont être complètement dévolus à leur travail. Et là-dessus, je dirais qu'il y a
un acteur clé. Il faut que lorsqu'un fonds ou des investisseurs décident de mettre leurs ressources dans une entreprise, ils s'interrogent sur le rapport du dirigeant et des dirigeants au travail, de sorte à ce que ces dirigeants mettent en place une culture d'entreprise dans laquelle on ne va pas valoriser un temps de travail excessif, mais on va valoriser des conditions de travail qui permettront une innovation durable de l'entreprise.